Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon point lecture pour le mois d'août. Vous allez voir que pour le mois d'août, j'ai lu quand même pas mal de choses, mais j'ai surtout lu beaucoup de graphiques. Donc je vais commencer par vous parler des romans et puis ensuite on passera à tout ça. Du côté des romans, tout d'abord, deux livres que j'ai lus au mois d'août sur lesquels je ne vais pas m'éterniser parce que je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture, tout simplement parce que j'avais enchaîné à chaque fois un tome au mois de juillet et un tome en août. Donc ça me paraissait plus logique de vous parler de ces livres de manière regroupée. Mais du coup, effectivement, au mois d'août, j'avais lu Les enfants véritables, qui est la suite de Il est juste que l'effort soit frappé par Thibaut Bérard, un récit que j'ai beaucoup aimé. Et j'avais terminé la série de La Rose de Jam avec Le Pôle du Monde par Sandrine Alexis, qui celui-ci est de la fantasy. Celui-ci j'ai bien apprécié, mais j'ai trouvé que c'était pas tout à fait à la hauteur des deux autres tomes. Et donc après ces petites précisions, on va pouvoir passer aux autres titres que j'ai lus. Tout d'abord j'ai lu Veiller sur elle, donc par Jean-Baptiste Andréa, qui est donc le dernier prix Goncourt en date, étant donné qu'on n'a pas encore la révélation du nouveau, mais ça devrait plus tarder. C'est un titre qui est assez long en livre audio, il doit faire une quinzaine d'heures, quelque chose comme ça. C'est donc un roman qui se centre sur deux personnages principaux. On a d'un côté le personnage de Michelangelo Vitaliani, qui est un enfant qui est né nain, donc qui est atteint d'achondroplasie, et qui est sculpteur plutôt de grand talent, mais il est né dans une famille assez pauvre, donc on va voir en fait au fur et à mesure des années, puisque c'est vraiment un roman qui va le suivre tout au long de sa vie, on va le voir devenir petit à petit un sculpteur de plus en plus reconnu et renommé. Et puis on le suit aussi et finalement surtout dans sa relation avec Viola Orsini. Elle, c'est une jeune fille qui a le même âge que lui, ils se rencontrent enfants. Et elle, c'est la fille d'une très riche famille, je ne sais plus exactement si c'est des ducs, des barons, enfin voilà, c'est une famille d'aristocrates, et très enfermée dans les codes sociaux du monde dans lequel elle grandit. Et elle rêve vraiment de devenir inventrice, elle a plein de grands projets. Et donc on va voir leur amitié, comment est-ce qu'elle va évoluer au fur et à mesure des années. C'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié, surtout parce que j'ai beaucoup aimé justement le lien entre ces deux personnages, qu'on va suivre vraiment de leur enfance jusqu'au décès de Mimo, donc Michelangelo Vitaliani, en sachant donc que c'est un sculpteur qui n'a pas existé, mais Jean-Baptiste Andréa rend tellement son roman riche et tellement vraisemblable qu'on a envie de croire qu'il existait, qu'on a limite envie de vérifier si ce dont il nous parle, ces œuvres d'art dont il nous parle, etc. existent vraiment. Et donc en fait tout ce qui est autour, tout le contexte historique, avec l'arrivée au pouvoir de Mussolini, les avancées de l'art et également de la science à cette époque-là, on suit vraiment toute cette histoire-là et j'ai vraiment trouvé ça très touchant et très bien fait et très réaliste, sauf que du coup voilà, le personnage de Michelangelo Vitaliani n'existe pas, est complètement inventé, et du coup forcément toutes ces créations qui sont rapportées dans le récit n'existent pas non plus. Mais voilà, c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour tout ça, le livre audio est très bien fait. Effectivement c'est un récit qui est quand même assez long et je trouve qu'on sent un petit peu les lenteurs, mais je suis contente de l'avoir découvert et j'ai passé un bon moment avec. Donc si c'est des thématiques qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à le découvrir. Après ça, j'ai lu le tome 6 de Anne de Green Gables, donc Anne d'Ingleside, par Lucie Maud Montgomery. J'aime énormément cette couverture que je trouve vraiment très jolie, mais je dois dire que c'est pas le tome que j'ai préféré, c'est un tome avec lequel j'ai eu un petit peu moins d'attachement, parce qu'effectivement dans ce tome-là, on suit plus l'ensemble des habitants d'Ingleside, et notamment donc les enfants d'Anne et de son mari, que l'on a découvert déjà depuis pas mal de tomes, et également les autres personnages qui vivent à Ingleside, ceux qui y passent, ceux qui y travaillent, etc. Et j'ai bien aimé les suivre, j'ai apprécié retrouver toute l'ambiance, mais c'est vrai que du coup j'étais un petit peu moins prise que dans les autres tomes dans lesquels on suivait davantage le personnage de Anne, que je trouve vraiment être un personnage très touchant. Du coup il me reste 2 tomes à lire puisque la série est terminée en 8 tomes, et j'ai hâte de les découvrir, j'ai hâte de connaître la fin de leurs aventures et puis de découvrir les autres titres de Lucie Maud Montgomery ensuite, parce que j'aime vraiment beaucoup son écriture. C'est donc des romans canadiens qui sont sortis il y a ça pas mal d'années maintenant et qui sont actuellement republiés et remis en avant chez Monsieur Toussaint Louverture avec ces très belles éditions que j'aime beaucoup. Ils sont également quasiment tous disponibles en poche et en audio, mais ces éditions sont vraiment très jolies. Après ça, je me suis lancée dans La Sirène et la Licorne par Estelle Faye, publiée aux éditions Rajo. Et si vous êtes en train de tiquer en disant mais ce titre, cette couverture me disent quelque chose mais pas avec le nom d'Estelle Faye, et bien c'est normal, puisqu'en fait c'est un titre qu'elle avait publié au départ sous pseudonyme, et donc sous le pseudonyme de Erin Mostin. C'est un titre qui était sorti je crois en 2018 ou 2017, que j'avais lu à peu près à cette époque-là et que j'avais trouvé vraiment chouette. Et en fait Estelle Faye a annoncé tout récemment qu'elle était donc l'autrice de ce récit-là, et donc pour la version poche ils avaient décidé de le publier sous son vrai nom à elle.
Et j'ai trouvé ça très chouette, vraiment ça a été une grosse surprise et ça a berné absolument tout le monde, personne n'était au courant, même dans les amis etc d'Estelle Faye, personne ne le savait, il y avait vraiment juste les éditions Rajo qui étaient au courant. Et du coup j'ai pris plaisir à redécouvrir ce récit que j'avais déjà beaucoup apprécié la première fois et à voir toutes les choses, tous les clins d'œil qu'il y a par rapport à l'univers d'Estelle Faye et me dire que franchement, bien sûr que oui, c'est évident que c'est elle qui l'a écrit, mais voilà, c'était très chouette, c'est un récit qui se lit très très bien, très très vite, il fait à peu près 250 pages, 260 pages, c'est écrit quand même assez gros, c'est vraiment une parfaite lecture pour des adolescents qui ont envie de lire un livre autour de la diversité, mais qui peut également plaire à n'importe qui d'autre. Dans ce récit-là, du coup, on va suivre Chris et Lily. Lily, c'est celle qui est surnommée la licorne, donc c'est celle avec ses cheveux multicolores. C'est une jeune fille qui sait qu'elle est lesbienne, qui a déjà eu une aventure avec quelqu'un, sauf que ça s'est très mal terminé, ça s'est terminé sur un gros harcèlement contre elle. Et à côté de ça, c'est une jeune fille qui est passionnée de cinéma ancien et plus particulièrement des effets spéciaux du cinéma ancien, donc des effets spéciaux vraiment faits main, on va dire, qui sont pas numériques, mais qui sont vraiment réalisés avec, je sais pas, du faux sang, etc. Et tout ce qui est maquillage artistique, etc. C'est des choses qui la passionnent, elle rêve d'en faire son métier. Et pour s'éloigner de sa vie de banlieue dans laquelle c'est un peu compliqué, elle est envoyée chez sa tante en vacances qui habite sur la côte atlantique. Et là-bas, elle va faire la rencontre de Chris, donc le deuxième personnage, qui elle est surnommée la sirène, puisque c'est une jeune fille qui est passionnée par l'océan, qui vit là-bas, qui a fait beaucoup de voiles, mais qui porte sur elle une lourde cicatrice. Et ça va donc être l'histoire voilà, entre ces deux filles. On est donc sur une romance adolescente lesbienne, vraiment une romance très mignonne. C'est une romance complètement tout public, il n'y a pas du tout de scène particulièrement olé olé ou quoi que ce soit. C'est donc vraiment ouais, très teinté de cinéma ancien, d'effets spéciaux old school, etc., de cette ambiance d'océan. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé, il y a de très chouettes valeurs à l'intérieur et c'est un titre que je ne peux que vous recommander et que je vous recommande de faire lire à vos adolescents. Ensuite, on va passer à une autre romance, pour le coup c'est une romance plutôt adulte, il s'agit de Sommes-nous si différents par Nina Leroy. Dans ce roman-là, on suit le personnage de Livia qui va rencontrer Aaron, qui est son nouveau voisin. Elle vient de rentrer en France après avoir passé pas mal de temps en Angleterre et elle rêve de devenir tatoueuse, elle va commencer un apprentissage. Et Aaron, son voisin, c'est un gamer et apparemment c'est quelqu'un d'un peu connu. Je ne pourrais pas vous dire énormément plus de ce récit-là puisque c'est un récit que j'ai décidé d'abandonner. Je l'ai abandonné à peu près à la page 120, c'est un titre qui fait à peu près 360 pages. Je tiens à préciser que je l'ai abandonné au bout de 120 pages après avoir lu les 120 premières pages d'une seule traite parce que c'est quand même un récit qui est très prenant, qui est très addictif. Mais pour moi, le souci est... c'est pas tellement en fait finalement un souci de la part de l'autrice, c'est un souci éditorial. C'est que pour moi ce livre tout simplement manque de travail éditorial. Il y a trop d'erreurs à l'intérieur, il y a trop de cafouillage, il y a voilà, trop de choses qui pour moi n'auraient pas dû passer les étapes de correction éditoriale si ça avait été fait un peu plus... pas sérieusement mais si ça avait été fait de manière un peu plus approfondie on va dire. Je trouve que c'est un récit dans lequel l'écriture est très orale et très parlée, mais du coup il manque aussi pas mal de ponctuation, les prénoms ne sont pas toujours orthographiés de la même manière, il y a pas mal de fautes qui sont laissées et il y en a trop, enfin ça arrive qu'il y ait des fautes qui soient laissées mais là vraiment l'ensemble fait que c'est un peu trop. Donc voilà, tout ça m'agaçait un petit peu, les personnages sont un petit peu agaçants mais bon, dans une romance c'est souvent le cas et ça m'a pas plus gêné que ça, c'est pas ça qui m'aurait arrêtée. Et puis là où je me suis arrêtée à 120 pages, c'est parce qu'en fait il y avait un gros quiproquo pour séparer nos personnages alors qu'ils commençaient à se rapprocher et c'est le genre de schéma narratif qui moi en général m'énerve, les faire se séparer pour un quiproquo, pour un truc sur lequel ils se sont pas mis d'accord alors qu'en plus c'était vraiment un truc très, très bête et du coup voilà, ça m'a agacée, j'ai décidé de ne pas poursuivre au-delà. Je dois reconnaître voilà, que c'est très prenant, que ça aurait pu fonctionner si ça avait été fait un petit peu différemment, mais du coup non, ça l'a pas fait pour moi, donc je pense pas que je retenterai de sitôt d'autres livres chez Micha, etc. parce que pour moi voilà, c'est vraiment de leur côté, c'est du côté éditorial qui manque quelque chose quoi.
Pour terminer, côté roman, j'ai lu un autre livre audio avec Le Lys de Feu, le tome 4 par Jacqueline Benson. C'est donc la conclusion de cette série que j'ai intégralement lue en version audio et j'aime vraiment beaucoup le travail d'Adélaïde Poulard, donc la comédienne qui interprète les livres. Je trouve que sa voix colle parfaitement à l'histoire. Dans ce récit-là, du coup, c'est un récit qui mêle du fantastique, de l'historique et de l'enquête, on va dire, puisqu'on suit au départ le personnage de Lily, qui est une jeune femme qui est dotée depuis toujours d'un espèce de don qu'elle vit plutôt comme une malédiction, puisqu'en fait elle voit les gens qu'elle apprécie mourir, sauf qu'effectivement c'est des choses qui se passent et que ça se passe comme elle voit les choses, et ça concerne effectivement des gens qui vont mourir, mais en fait également d'autres choses autour d'elle. Elle va faire plusieurs rencontres qui vont l'amener à découvrir qu'elle a donc un don, effectivement, qu'elle fait partie des charismas, qui sont donc des personnes avec des dons. Ces dons peuvent être très variés et chaque personne finalement a un don différent. Et dans chacun des tomes, nos personnages se retrouvent mêlés à certaines enquêtes, à certaines affaires. Et le tout se passe dans un contexte pré-Première Guerre mondiale pour le premier tome, et puis au fur et à mesure, de plus en plus pendant la Première Guerre mondiale. En l'occurrence, pour ce tome-ci, ça se passe plutôt vers la fin de la Première Guerre mondiale, et pour la première fois, nos personnages sortent de l'Angleterre, puisqu'ils sont sinon en Angleterre. Et pour ce tome-ci, justement, nos personnages vont être amenés à pas mal se promener. Ils se retrouvent donc notamment à passer pas mal de temps en France, mais également dans les Alpes italiennes, au Luxembourg, en Allemagne, etc. Et donc c'est vraiment chouette. C'est des récits qui sont toujours très prenants. C'est des récits à chaque fois qui se passent sur une temporalité assez courte. Et du coup, là, c'est vraiment, ça n'arrête jamais. Ça fourmille tout le temps vraiment de détails, de découvertes, de rebondissements. Ils sont vraiment quasiment toujours dans une espèce de course contre la montre, etc. Mais du coup, ça donne un rythme très effréné au récit qui fait qu'on a très envie de connaître la suite. Donc voilà, moi pour ma part, ça fonctionne très bien. C'est une série que j'ai vraiment apprécié découvrir. Je vous invite à la découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une série donc, qui est disponible, qui est terminée en 4 tomes. Ils sont disponibles soit aux éditions Rivka pour la version papier ou sinon en version audio si vous lisez en livre audio. Du côté des romans, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. J'en ai pas lu tant que ça au mois d'août, j'aurais bien aimé en lire plus, mais le calendrier a fait que c'était comme ça. Du coup, on va passer côté graphique. Pour le coup, j'en ai lu pas mal. Tout d'abord, j'ai lu le tome 1 du manga Momo's Medical History. C'est un bon démarrage pour cette série-là, dans laquelle on suit Momo, qui est une sorte de jeune prodige de la médecine, le médecin personnel de la famille impériale. Il est envoyé par la fameuse famille impériale sur les routes à la recherche d'un traité de médecine, d'un ouvrage de médecine qui apparemment offre le secret de l'immortalité. Et il est envoyé là-dessus pour sauver son empereur. On imagine donc que son empereur est en très mauvaise posture. Il va faire pour ça pas mal de rencontres, croiser pas mal de personnages. C'est un univers de fantasy mais qui est plutôt inspiré d'une ambiance médiévale. Donc la médecine à cette époque-là n'est pas ce qu'elle est maintenant. Et du coup c'est vrai que voilà, Momo se retrouve confrontée à pas mal de personnes qui ont des croyances très ancrées sur la médecine, souvent des croyances qui sont liées justement avec aussi de la religion, avec le fait que les maladies sont des punitions divines, etc. Et donc lui arrive avec ses connaissances, ses nouvelles connaissances médicales, va essayer un petit peu de faire changer les choses et de comprendre à chaque fois qu'est-ce qui se passe dans les différents villages, de soigner les personnes, etc. Et donc on le suit dans chaque chapitre finalement découvrir un nouveau lieu, essayer de voir si le traité est sur place, à chaque fois la réponse est non, et traiter finalement un problème médical qui est rencontré sur place, que ce soit une épidémie, des maladies étranges, une personne en particulier, etc. C'est plutôt intéressant, mais c'est vrai que ce format de chapitre assez isolé fait que du coup on s'attache peut-être un petit peu moins aux personnages. Après voilà, j'ai trouvé ça sympa, le tome 2 vient de sortir, je le lirai tout prochainement. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de Magus of the Library, publié aux éditions Kiun et écrit par Mitsu Izumi. C'est une série de mangas que j'apprécie beaucoup, mais je dois dire que j'apprécie beaucoup en fait le début de la série, puisque petit à petit ça traîne de plus en plus en longueur et c'est dommage. C'est une série qui est très jolie, vraiment le style graphique est très beau, très détaillé, c'est exactement ce que j'aime. On est dans un univers de fantasy qui est basé autour des livres, donc voilà, clairement il y avait tout ce qu'il me fallait pour que j'apprécie, et effectivement j'aime beaucoup, sauf que voilà, ça n'avance pas beaucoup, on comprend qu'il y a une histoire de complot en arrière-plan, mais qui n'avance pas, et donc on suit dans tout ça le personnage de Shio, qui est un jeune garçon qui vient d'une classe assez populaire et qui fait partie d'une ethnie qui n'est pas très valorisée, et qui rêve de devenir bibliothécaire et d'intégrer la grande bibliothèque royale.
On le voit donc au fur et à mesure des tomes passer les concours, etc. et puis donc intégrer cette fameuse bibliothèque. Ce tome-ci n'avance pas des masses dans l'histoire principale, à part donc ce complot qu'on voit se tisser en toile de fond, mais sinon c'est un tome qui est vraiment centré sur la question de la censure et sur l'impact que peuvent avoir des livres et des ouvrages, en l'occurrence donc des livres, sur le jeune public, le jeune lectorat, puisque dans ce tome les bibliothèques se posent la question d'interdire ou non un ouvrage qui est en train de faire vraiment sensation, mais qui est très violent et qui est destiné à un jeune public. Et donc forcément c'est vrai que voilà, on fait un peu le parallèle avec toutes les histoires, les films violents, les films d'horreur, les jeux vidéo violents, etc. où à chaque fois il y a toujours un débat de savoir si oui ou non ça entraîne de la violence chez les consommateurs. Donc voilà, c'était assez intéressant de voir ça. Le sujet est bien traité, c'est vraiment des questionnements intéressants sur la censure, mais c'est vrai que voilà, on a envie de voir l'histoire principale avancer, et comme ça fait déjà plusieurs tomes que ça n'avance pas beaucoup, c'est un peu frustrant. Ensuite, pour finir, du côté des mangas, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Suzume. C'est une série de mangas qui sera terminée en 3 tomes. Le tome 3 est prévu pour le mois d'octobre, donc ça va arriver assez rapidement. C'est l'adaptation d'un dessin animé qui est sorti il y a déjà quelques temps et que je serais curieuse de découvrir, mais du coup que je regarderai, je pense, une fois avoir lu le tome 3. Dans ce récit-là, on a donc le personnage de Suzume qui est une jeune fille assez curieuse et elle va faire un moment la rencontre d'un homme qui s'appelle Sota et qui cherche un lieu étrange, un lieu en ruine qui serait à côté de chez elle. Sota se rend sur place et Suzume ne peut pas s'empêcher de le suivre pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et en fait elle voit un portail s'ouvrir, Kota passer à l'intérieur et elle va donc comprendre que cet homme est justement un passeur chargé de fermer et ouvrir des portails entre les mondes. Sauf que à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer, plusieurs choses en fait qui vont se passer. Tout d'abord, une sorte d'entité assez maléfique va être libérée. Un chat assez étrange semble poursuivre cette fameuse entité et semble détenir le secret pour refermer ce portail entre les mondes. Et notre fameux Sota se retrouve emprisonné dans une chaise. Suzume se retrouve donc à se balader avec Sota emprisonné dans une chaise mais qui peut quand même parler, et à parcourir le Japon. Donc on a vraiment des paysages de tout le Japon, ce qui est très chouette, pour retrouver ce chat et du coup à travers ce chat retrouver les espèces de créatures, etc. qui se sont échappées et qui provoquent des séismes. Le résumé comme ça peut paraître assez perché, mais franchement ça fonctionne bien. C'est assez sympa comme récit, il y a pas mal d'humour à l'intérieur, c'est assez dynamique. Le fait que ce soit seulement en 3 tomes, je pense que du coup ça évite que ça s'étale trop. Et du coup je serais curieuse de lire donc le tome 3 et puis de regarder l'adaptation une fois que ce sera lu. Ensuite j'ai lu Le Merle à l'alambic, c'est écrit par T. Pralinus et c'est publié aux éditions Scrinéo. C'est publié aux éditions Scrinéo mais c'est pas un roman, c'est vraiment un roman graphique, intégralement graphique à l'intérieur, avec des dessins en noir et blanc que j'ai trouvé très jolis. Pour ma part j'ai beaucoup apprécié le style graphique. On est sur un récit plutôt médiéval dans lequel on a 2 personnages, 2 jeunes femmes qui vont ouvrir ensemble une boutique d'alchimie. L'une des 2 a décidé de laisser de côté ses études à la Grande Académie alors qu'elle aurait pu continuer et devenir justement une alchimiste assez renommée et réputée. Et l'autre c'est une ancienne héroïne de guerre qui n'a pas spécialement de formation académique, mais voilà, les 2 décident de s'associer et d'ouvrir leur boutique qui s'appelle donc Le Merle à l'alambic. Les personnages sont très attachants, les graphismes sont jolis, c'est un récit plein de diversité, très entraînant, qui parle vraiment des faux semblants, des stéréotypes qu'on peut avoir sur des personnes. Et c'est également un récit qui parle d'amitié et de rêve. J'ai trouvé ça très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit très bien. Je vous recommande franchement la découverte. Pour vous le décrire assez simplement, je dirais que c'est le parfait mélange entre Légende délatée pour le côté création d'une entreprise entre ces 2 femmes, etc. avec cette ambiance un peu médiévale et un soupçon de magie, et de l'autre côté Heartstopper pour le côté mignon et tout doux et graphique. Et voilà, le parfait mélange entre les 2, c'est Le Merle à l'alambic. C'est vraiment un très chouette récit, je vous recommande franchement la découverte. Pour ma part, je l'avais lu en version numérique, mais du coup j'essaierai de me le procurer pour l'avoir en version papier. Ensuite, une autre très belle lecture et un petit coup de cœur avec le cycle 3 de L'Adoption. L'Adoption, c'est une série de bandes dessinées par Zidrou et Monin. Pour ma part, j'avais lu le premier cycle qui était en 2 tomes. J'ai jamais lu le 2e cycle, mais ça y est, je viens de l'emprunter en bibliothèque pour pouvoir me rattraper. Et donc là, c'est le cycle 3 qui vient de sortir. À chaque fois, c'est des histoires vraiment complètement indépendantes les unes des autres, mais qui parlent à chaque fois de récits d'adoption.
Autant dans les deux premiers récits, on parlait d'enfants qui venaient de l'étranger, qui arrivaient en ayant déjà des souvenirs de leur passé, en ne parlant pas la langue, etc. Et donc ça parlait des difficultés d'intégration de ces enfants. Autant pour ce troisième volet, c'est vraiment très différent, puisque cette fois-ci, on va suivre un couple. Ils ont décidé de lancer une procédure d'adoption, ça met très longtemps à aboutir. Et comme ça met très longtemps, le père qui a la nationalité espagnole décide de lancer également une demande d'adoption en Espagne. Et en fait les deux demandes vont aboutir en même temps et il se retrouve donc à accueillir deux petites filles, deux bébés en même temps et donc à élever ces deux bébés. Et puis comme on dit jamais 203, la femme qui était supposée être stérile se retrouve finalement enceinte et il y a donc une troisième petite fille qui vient rejoindre cette bande. Et c'est vraiment un récit un petit peu plus long que les autres qui est sur une centaine de pages et dans lequel on va voir vraiment tout ça au fil des années. Le point de départ c'est que ces trois femmes qui sont devenues adultes se retrouvent de nouveau dans la maison familiale parce que leur père vient de décéder et c'est l'occasion pour elles de se remémorer tous les souvenirs qu'ils ont eus tous ensemble. Au départ tous les cinq avec leur mère également et puis ensuite à quatre étant donné qu'un deuil va venir frapper cette famille. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment très touchant, j'aime beaucoup le style de dessin, j'aime beaucoup la manière dont l'adoption est présentée. Dans ce volume-là, du coup, c'est présenté de manière complètement naturelle. On explique dès le début aux filles qu'elles sont adoptées et limite celle qui est leur enfant biologique est presque jalouse de ne pas avoir été adoptée comme les autres parce qu'elle voit vraiment que c'est tout simplement une preuve d'amour et d'envie de partager de l'amour avec ses enfants. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très touchant et très joli. Et je vous recommande chaudement la série de l'adoption. J'avais beaucoup aimé le tout premier tome du cycle 1, un petit peu moins le second. Et puis franchement ouais, ce petit dernier là il est top. Comme je vous dis c'est complètement indépendant donc vous n'avez pas du tout besoin d'avoir lu les autres pour découvrir celui-ci. Toujours côté bande dessinée, rapidement j'ai lu le tome 2 de l'adaptation de Nevermoor, donc le roman de Jessica Townsend. C'est une adaptation qui est faite par des Français, donc c'est une petite exclusivité française qui est franchement très réussie. Je serais pas très étonnée qu'elle soit traduite en anglais parce que la série de romans de Jessica Townsend est un gros succès et que je pense que ça nous sera pas mal envié par les autres nationalités. Mais voilà, c'est une très belle adaptation, les dessins sont absolument superbes, la colorimétrie est très lumineuse, très jolie. Ça représente vraiment parfaitement l'univers de Nevermoor qui est un univers très chargé, très coloré, riche en détails, en magie, etc. Et donc ce second volume de bande dessinée adapte la deuxième moitié du tome 1 du roman, donc voilà, avec les deux tomes qui sont sortis, on a l'équivalent du tome 1, en sachant du coup que c'est des bandes dessinées qui font une cinquantaine de pages, donc forcément c'est assez rapide, mais pour autant c'est très fidèle au récit. Donc voilà, si jamais vous n'aviez toujours pas découvert les romans, pourquoi pas vous lancer dans la version bande dessinée. Si vous connaissez pas Nevermoor, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Morrigan Crow, qui est réputée comme étant une enfant maudite, puisque partout où elle passe, le malheur se passe. Certaines personnes se retrouvent à avoir des accidents, font faillite, se cassent une jambe, enfin voilà, toujours plein de malheurs qui se passent autour d'elle. Et comme c'est une enfant maudite, elle est censée mourir le jour de ses 11 ans, je crois. Sauf que le jour de ses 11 ans, un homme va arriver et va décider plus ou moins de l'enlever, va faire une sorte de contrat avec elle et va l'emmener dans un autre monde, qui est donc le monde de Nevermoor, dans lequel elle va apprendre qu'effectivement elle a bien un pouvoir, mais c'est pas tout à fait ce à quoi on pense, et il va l'entraîner dans tout un tas de quêtes et d'épreuves à passer pour intégrer une société magique, et donc c'est ce qu'on suit dans le premier tome. Et pour terminer, j'ai lu Salon de beauté, c'est le dernier titre qui est sorti de Quentin Zuiton et c'est en fait une adaptation d'un roman qui est écrit par un auteur mexicain dont j'ai complètement mangé le nom et je suis désolée. Salon de beauté en fait c'est l'histoire de trois hommes au départ, ils gèrent donc un salon de beauté, notre personnage principal est coiffeur, il travaille avec ses deux meilleurs amis et à côté de ça le soir ils se travestissent en femmes et vont ensuite soit faire la fête, soit se prostituer. Et notre personnage principal est passionné de poissons, d'où l'omniprésence un peu des poissons et de ces teintes de couleurs tout au long du récit. Sauf que petit à petit, une maladie va commencer à arriver et c'est une maladie qui est complètement incurable, dont on ne comprend pas ce qui se passe. C'est une maladie qui fait que les personnes commencent à se recouvrir d'écailles de poisson, mais c'est également une maladie qui les décharne complètement, qui les rend très malades, très affaiblis et qui les condamne tous au décès. Notre personnage principal décide donc de transformer son salon de beauté finalement en mouroir dans lequel il va accompagner des personnes condamnées à mourir, les aider du mieux qu'il peut, les entourer d'amour, leur prodiguer des soins, etc. Et c'est un récit vraiment très touchant. Et donc on comprend assez vite le parallèle avec le sida, avec la maladie qui ronge les corps, qui condamne vraiment
une branche bien particulière de la population, des personnes qui sont assez marginalisées, qu'on considère comme étant mauvaises parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils ont certaines pratiques sexuelles, etc. Et c'est un récit que j'avais trouvé vraiment très touchant. Le roman original a été publié dans les années 90, donc en fait il a été écrit en pleine épidémie du sida et avant que les traitements n'existent, et j'ai trouvé ça d'autant plus touchant. Je dois avouer que ça m'a vraiment fait un coup au cœur de voir ça, de voir que ça a vraiment été écrit à l'époque à laquelle vraiment le sida ça condamnait à mort. Et j'ai trouvé vraiment que c'était une métaphore qui était très belle avec tous les poissons, avec ce côté très onirique presque qu'il y a dedans, alors qu'à côté de ça c'est un récit qui est parfois assez cru, il y a des scènes de sexe qui sont clairement montrées. Mais voilà, en tout cas pour ma part c'est un récit qui m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup aimé la manière dont le parallèle était fait et puis vraiment ce côté avec cette maladie qui décime et ronge les personnes de manière complètement inéluctable. Voilà, j'ai trouvé ça très beau, très bien fait et ça a été un petit coup de cœur également pour moi. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres parce que j'ai fait plein de chouettes découvertes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça et puis donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!